On va se pencher aujourd'hui sur une question qui, je pense, a dû empêcher pas mal d'investisseurs de dormir. Comment, mais vraiment comment, est-ce possible que le DAX 40, l'indice allemand, qui a l'air si solide, puisse s'envoler ou s'effondrer de 100 points en moins de 5 minutes? Quand on voit ça sur un écran, la première réaction, c'est le choc, la panique même. On se demande si le jeu n'est pas tout simplement truqué. Ah oui, c'est une réaction tout à fait normale, hein. On cherche une raison simple, une cause visible, une mauvaise nouvelle, un tweet, quelque chose de concret. Mais la réalité, et c'est ça qui est fascinant dans les analyses qu'on a pu consulter, c'est que la cause est souvent invisible. C'est un mécanisme interne au marché, une sorte d'horlogerie au pit. Complexe et, il faut le dire, souvent impitoyable. Pour piger le truc, il faut oublier l'image d'un marché logique qui réagit à l'actu. Il faut d'abord regarder sa nature profonde. C'est naturfu. Attendez, ça veut dire que le DAX serait euh, fondamentalement différent des autres grands indices. Je pense au S&P 500 aux États-Unis, par exemple. J'ai toujours cru qu'un indice, c'était un indice. C'est une idée reçue très fréquente. En réalité, sa structure même le prédispose à cette nervosité extrême. Il y a 3 points clés. Le premier, c'est sa concentration. Le DAX, c'est seulement 40 entreprises. 40, mais c'est minuscule. C'est minuscule, oui, comparé aux 500 du S&P 500. Et le deuxième point qui découvre du premier, c'est que quelques géants, je pense à SAP, Siemens, Airbus, pèsent un poids mais absolument colossal dans cet indice. D'accord, donc si je comprends bien l'image, le DAX, c'est moins un océan qu'un grand lac. Et si on jette une grosse pierre dedans, disons, un fonds qui vend d'un coup toutes ses actions Siemens, ça ne fait pas juste une petite vague. Ça provoque un mini tsunami. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. L'impact n'est pas dilué, il est brutal, immédiat. Et ça nous amène au troisième point connu à Rhin, sa sensibilité extrême au flux institutionnel. Quand un de ces gros poissons bouge, tout l'écosystème tremble. Ce n'est pas un défaut, hein, attention, c'est son ADN. Le DAX, il est structurellement nerveux. C'est un pur sang, pas un cheval de trait. Bon, cette nervosité de pur sang, je la saisis, mais est-ce que ça suffit à expliquer une chute de 100 points en quelques minutes? J'ai l'impression qu'il manque une pièce au puzzle, une sorte d'accélérateur. Même un pur sang, il ne se cabre pas sans raison. Vous mettez le doigt dessus. La structure, c'est le terrain de jeu. Mais les joueurs, eux, ils utilisent des outils d'une puissance redoutable. Et là, on entre dans les coulisses. La plupart des particuliers qui tradent le DAX, ils le font avec des CFD, des produits dérivés. Mais ces produits ne font que copier le prix d'un autre marché, le vrai champ de bataille, le marché des futurs sur le DAX, le fameux FDAX. Et là, sur ce marché des futurs, j'imagine que les joueurs et les règles ne sont plus du tout les mêmes. Absolument pas. On quitte le monde des traders individuels pour entrer dans celui des titans. Les acteurs dominants, ce sont les grands fonds institutionnels d'un côté, et de l'autre, et c'est ça l'accélérateur dont vous parliez, ce sont les algorithmes de trading à haute fréquence, les HFT. Ces programmes, ils ne se demandent pas si l'économie allemande se porte bien. Leur objectif est unique. Une seconde. Quand on dit algorithme à haute fréquence, on parle de décisions prises en millisecondes. Des trucs que notre cerveau ne peut même pas traiter. En microsecondes même. C'est une vitesse qui dépasse l'entendement. Et leur méthode est d'une efficacité redoutable. Ils scannent le carnet d'ordre en permanence pour trouver les zones où sont accumulés des milliers d'ordres stop. Les fameux filets de sécurité. Exactement. Et dès qu'un flux d'ordre, même petit, pousse le prix vers une de ces zones, les algorithmes s'activent. Ils ne démarrent pas toujours le mouvement, mais ils le transforment en avalanche. L'amplification est exponentielle. C'est terrifiant. C'est comme s'ils attendaient une petite fissure dans un barrage pour y envoyer un missile et faire sauter le tout. C'est l'idée. Et le résultat, c'est ce qu'on voit sur les graphiques. Une seule bougie de 5 minutes qui s'étire, et qui dévore 30, 50, parfois 100 points sans aucune pause, sans aucun retour en arrière. C'est fou. Mais alors, si ces algorithmes ne se basent pas sur l'économie, sur la valeur réelle, quel est leur but? Qu'est-ce qu'ils chassent pour déclencher une telle fureur? Une seule chose, la liquidité. C'est le concept clé. Si on comprend ça, on comprend tout. Il faut oublier l'idée que le marché cherche un juste prix. À cette échelle de temps, le marché est une machine qui cherche son carburant. Et ce carburant, c'est la liquidité. La liquidité. On entend ce mot partout, mais concrètement, dans ce contexte, c'est de l'argent, c'est quoi?
C'est la capacité à exécuter un ordre massif presque instantanément sans que le prix ne bouge trop contre vous. Quand un fonds veut vendre pour 500 millions d'euros, il lui faut 500 millions d'acheteurs en face, au même moment. Cette contrepartie disponible, voilà, c'est ça, la liquidité. Et elle n'est pas répartie au hasard, elle se concentre dans des zones très précises, comme des oasis dans un désert. Et où est-ce qu'on trouve ces oasis? J'imagine que ce n'est pas un hasard là non plus. Pas du tout. Pour les algorithmes, c'est une véritable carte au trésor. La liquidité, on la prouve où les traders placent leurs ordres stop. Donc, premièrement, juste en dessous des plus bas récents, des milliers de traders y mettent leur stop de protection. Deuxièmement, logiquement, juste au-dessus des plus hauts récents. Et troisièmement, autour des grands chiffres ronds. 16 000, 1600. Ce sont des aimants psychologiques. Et je parie que le dernier endroit, c'est là où la majorité des traders particuliers mettent leur stop. Exactement. Par mimétisme ou en suivant des conseils trouvés sur le net, des dizaines de milliers de traders placent leur stop au même niveau évident. Et sans le savoir, ils créent d'immenses réservoirs de liquidité. Et donc, quand le prix est poussé vers une de ces zones, que se passe-t-il? C'est quoi la mécanique exacte de l'explosion? C'est une réaction en chaîne, un effet domino d'une puissance incroyable. Imaginez, le prix atteint une zone avec des milliers de stops de vente. En une fraction de seconde, ces ordres stop deviennent des ordres de vente au marché. C'est un ordre qui dit « vendez, peu importe le prix, mais vendez maintenant ». Un raz-de-marée d'ordres de vente submerge le marché. L'équilibre acheteur-vendeur est pulvérisé et le prix s'effondre jusqu'à trouver le prochain niveau d'acheteur. Donc, ce n'est pas une conspiration contre moi, trader X ou Y. C'est un mécanisme presque naturel. Le marché va juste là où il y a le plus de carburant pour bouger. Ça change complètement la perspective. C'est moins personnel, d'un coup. C'est une nuance fondamentale. Le marché ne vous en veut pas personnellement. Il ne sait même pas que vous existez. C'est un processus qu'on appelle un nettoyage de liquidité. Les algorithmes sont des prédateurs. Ils chassent là où le gibier est le plus abondant et le plus prévisible. D'accord. Donc, si les albos chassent, j'imagine qu'il y a des heures de chasse, non? Des moments où c'est plus fructueux? Tout à fait. Le timing est un facteur absolument crucial. Le DAX a un rythme des pulsations bien précises. La première zone de danger, c'est entre 8h et 9h du matin. L'ouverture européenne. Premier grand afflux de liquidités. Puis, entre 9h et 10h, on a ce qu'on peut appeler la confirmation institutionnelle. Les gros acteurs entrent en jeu et donnent souvent la vraie direction de la journée. Et j'imagine que l'après-midi, avec les États-Unis qui se réveillent, ça s'accélère encore plus. Énormément. Le point le plus chaud, c'est 14h30, heure de Paris. C'est la publication des grandes stats américaines, l'inflation, l'emploi. Même si ça ne concerne pas l'Allemagne directement, la volatilité est immense. Et enfin, la période de 15h30 à 17h30, avec l'ouverture de Wall Street, c'est le moment de volatilité maximale. Les volumes européens et américains se superposent. Les algorithmes tournent à plein régime. Mais pourquoi ces moments sont si dangereux? On pourrait croire que plus de liquidité, c'est plus stable, non? C'est contre-intuitif. C'est tout le paradoxe. Cet afflux massif de liquidités, c'est justement le signal que les algorithmes attendent pour lancer leurs offensives. C'est à ces moments-là que les chasses au stop sont les plus violentes. On voit ces longues mèches sur les graphiques qui vont chercher les stops des deux côtés avant de choisir une direction. La conclusion, elle est sans appel. Pour un trader non averti, intervenir à ces heures-là sans un plan de risque en béton armé, c'est comme traverser une autoroute les yeux bandés. C'est une mécanique implacable. Et ça me fait penser que, face à une machine pareille, le maillon faible, c'est probablement nous, l'humain, notre psychologie, nos erreurs, surtout avec cet outil qu'on nous vend comme une solution miracle, l'effet de levier. Vous avez mis le doigt sur le vrai tueur de compte. L'effet de levier, c'est l'amplificateur qui transforme une petite erreur en catastrophe. Le scénario est tragiquement classique. Un trader, souvent avec un petit capital, utilise un levier maximum pour prendre une position beaucoup trop grosse. Il se dit « je me protège » et il place un stop très serré à 20 ou 30 points. Sauf qu'un mouvement de 50 points sur le DAX, ce n'est pas un événement. C'est le bruit normal du marché, c'est sa respiration. Mais pour ce trader qui est surexposé, ce simple bruit de fond suffit à pulvériser son stop et une grosse partie de son capital. Le marché n'est pas dangereux en soi, c'est l'exposition au risque, mal maîtrisée, qui le rend mortel. C'est comme vouloir piloter une Formule 1 sans avoir le permis. La voiture est bonne,
c'est le pilote qui n'est pas prêt. Et face à ces mouvements, j'imagine que les erreurs humaines s'enchaînent les unes après les autres. C'est un véritable cercle vicieux, oui. La première erreur, c'est de chercher des signaux magiques sur des indicateurs qui sont, par nature, toujours en retard sur le prix. La deuxième, c'est d'entrer dans le mouvement après l'explosion, par peur de rater le train. C'est souvent le pire moment. La troisième, on en a parlé, c'est de mettre son stop au même endroit que tout le monde. Et la dernière, la plus destructrice, revenge trading. Le revenge trading, l'envie de se venger du marché. Exactement. Après une perte frustrante, le trader veut se refaire tout de suite. Il double sa mise, il prend encore plus de risques et il essaye de forcer le marché à lui rendre son argent. C'est une spirale émotionnelle qui mène quasi systématiquement à la destruction du compte. Le tableau est assez sombre, mais... Incroyablement éclairant. On comprend la machine. Maintenant, la question à 1 million, après avoir compris tout ça, comment on fait pour survivre? Voire pour utiliser cette connaissance à son avantage. Il doit bien y avoir des règles pour ne pas être que le carburant de la machine. Heureusement, oui. Mais ces règles ne sont pas basées sur une formule magique. Elles sont basées sur la discipline et l'humilité. La toute première, la plus importante, trader moins, mais mieux. Ça a l'air simple, mais c'est si difficile en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire mieux dans ce contexte? Éviter certains moments. Mieux, ça veut dire attendre des configurations à haute probabilité qui sont alignées avec la structure du marché, au lieu de sauter sur chaque petite fluctuation. La qualité, pas la quantité. La deuxième règle, qui va avec, réduire drastiquement la taille de ses positions. L'objectif, c'est qu'un mouvement de 100 points, même s'il touche votre stop, ne soit qu'une perte mineure et gérable de votre capital, pas une catastrophe. Ça change toute la psychologie. On sort de la logique du tout ou rien pour entrer dans une gestion de risque professionnelle, en fait. Précisément. La troisième règle, c'est d'accepter la volatilité. Il faut donner de l'air au marché. Des stops trop serrés, c'est une invitation à se faire sortir pour rien. Une autre recommandation forte, c'est d'éviter purement et simplement de trader pendant les annonces économiques majeures, sauf si on est un professionnel aguerri. C'est un jeu où les algorithmes ont toujours l'avantage de la vitesse. Et pour l'analyse, alors, on jette les indicateurs classiques? On ne les jette pas, mais on change de priorité. Il faut apprendre à lire le marché à travers le prisme de la liquidité. Où sont les anciens plus hauts et plus bas? Où sont les chiffres ronds? C'est là que l'action va se passer. L'idée, c'est de penser comme un institutionnel, pas comme un amateur. Il faut chercher à comprendre la structure, pas à prédire la prochaine bougie. Et tout ça est résumé par une phrase très forte. Le DAX récompense la discipline, pas l'ego. C'est une conclusion puissante. Si j'essaie de résumer notre analyse, on comprend que ces mouvements violents du DAX ne doivent rien au hasard. C'est une mécanique en 3 temps. D'abord, la structure du marché et la quête de liquidité créent le besoin de ces mouvements. Ensuite, les algorithmes les exécutent avec une vitesse surhumaine. Et enfin, bien souvent, sans le savoir, les traders particuliers alimentent la machine avec leurs ordres prévisibles. Le trader qui s'en sort, ce n'est pas celui qui prédit le futur, mais celui qui comprend les règles du jeu, et surtout, qui respecte le risque. C'est la leçon fondamentale. Le marché ne respecte que ceux qui le respectent. Et ça nous amène à une pensée finale, une question pour aller plus loin. On a décortiqué la mécanique du DAX, mais ce jeu de chasse à la liquidité mené par des algorithmes, est-il vraiment unique à cet indice? Ou bien, combien de mouvements sur d'autres marchés, le pétrole, l'or, les devises, qu'on attribue à des causes géopolitiques ou économiques, ne sont en réalité que l'écho, peut-être plus subtil et à plus grandes échelles, de ce même mécanisme fondamental de nettoyage de liquidité?